Bonjour à toutes et à tous. La décroissance du système économique de la grande société complexe est inéluctable. Alors que faire? Et comment faire? La première question, que faire? C'est essentiellement celle de savoir s'il faut attendre d'être arrivé au bout de l'impasse pour agir ou s'il faut agir avant. Des éléments de réponse à cette question ont déjà été donnés précédemment. Lorsque nous fondant sur des données historiques, nous avons souligné, lors des précédentes chroniques, la prévalence de la capacité génétique de l'homme à l'adaptation, cette prévalence à l'adaptation, au détriment d'une éventuelle capacité à l'anticipation. Cette propension avérée de l'homme à ne traiter que ce qui est visible dans le moment présent semble nous éloigner de l'hypothèse évoquée du demi-tour avant terme, d'autant qu'à ce doute ethnologique s'ajoute également un facteur politique, à savoir que l'option du demi-tour est conditionnée par une adhésion massive de la population humaine à ce choix de demi-tour, et qu'il sera probablement très difficile à un groupe politique, même animé par la recherche désintéressée de la vérité, il lui sera très difficile de convaincre une grande majorité sur les seuls fondements d'une déduction mentale, dans le même temps où cette même population serait probablement travaillée par une propagande contraire, disposant, elle, de moyens de communication importants et se fondant sur la réalité martiale de l'existant. Pour parler clair, il ne paraît pas possible de convaincre la multitude des homo industrialis, de convaincre de la non-durabilité de la croissance, autrement qu'en laissant suivre à cette multitude son cheminement jusqu'au terme de l'impasse, c'est-à-dire la laisser arriver concrètement au bout de l'impasse. Et ce n'est qu'à compter du moment où elle serait arrivée, où elle sera arrivée, en face du mur ou en face du précipice, selon les deux représentations possibles, ce ne sera qu'à ce moment-là que cette multitude sera mûre pour adopter une autre direction, pour la raison évidente qu'elle sera alors indubitablement et réellement convaincue, et dans une proportion quasi totale, que la direction précédemment choisie était bien une voie sans issue. Bien sûr, certains esprits combatifs refusent de se résoudre à ce scénario subi, et ils caressent l'espoir, à défaut de caresser une certitude, qu'il reste quand même une possibilité de faire changer d'avis les masses populaires et de les convaincre d'emprunter une autre voie, ou de faire carrément demi-tour. Mais les forces qui s'opposent à leur entreprise sont puissantes et nombreuses. Ces forces puissantes, qui iront, comme dit le proverbe, jusqu'au bout de leur force, ce sont naturellement celles du capitalisme, qui déploie déjà, comme nous l'avons montré dans les chroniques précédentes, tous les artifices possibles pour cacher aux yeux des masses l'inéluctable issue, et ce, afin de prolonger le plus longtemps possible ses activités lucratives et court-termistes. Et nous ne doutons pas un instant qu'il continuera à déployer ces artifices, de plus en plus sophistiqués au fil du temps, pour retarder autant qu'il le peut l'échéance fatale. C'est ainsi que la stratégie globale du capitalisme, pour convaincre les masses de la durabilité de son système croissanciste, l'ineffable développement durable, système qui jusqu'à présent reposait essentiellement sur la glorification de la technologie et les promesses d'enrichissement individuel. Eh bien, ces éléments stratégiques se sont dotés ces dernières années de dispositifs plus pernicieux et plus sophistiqués, visant désormais non plus à faire adhérer les masses populaires à la croissance, mais carrément à étouffer les voix de leurs éléments contempteurs, c'est-à-dire de ceux qui dénoncent la croissance, à défaut de pouvoir les contredire,
soit par la preuve, de les contredire, soit par la preuve, soit par le raisonnement, ou encore de les contredire par l'argumentation. Alors ces dispositifs, nous les classerons en 4 catégories. Première catégorie de dispositifs, la législation, là où les législations contre la liberté d'expression. Deuxième dispositif, la propagande de discrédit. Troisième dispositif, l'institutionnalisation de l'arbitraire. Et quatrième dispositif, la fabrication de l'œuvre. Alors, 4 dispositifs, 4 catégories de dispositifs que nous allons naturellement détailler. Alors, première catégorie, la fabrication de lois contre la liberté d'expression. Nous avons vu récemment apparaître le souci des maîtres du pouvoir croissanciste de juguler la liberté d'expression sur les problèmes sociétaux dont l'argumentation pied à pied leur devenait particulièrement pénible, dont notamment un bon nombre de ceux que nous avons abordés au cours des chroniques précédentes. Alors en France, le plus beau fleuron de cette politique répressive, c'est la loi du 22 décembre 2018 contre la manipulation de l'information, la loi dite loi fake news ou loi Infox, que nous avons déjà évoquée. Ce type de loi, dont certains ténors oligocratiques demandent déjà l'élargissement du champ d'application, mais cette loi, elle vise à pénaliser, voire à criminaliser, la diffusion de certaines idées jugées fausses par un comité d'experts, comité naturellement agréé, voire enfanté par le pouvoir lui-même. La récente crise sanitaire nous livre un exemple vivant de l'application de cette loi, puisque chacun peut constater que toutes les publications suggérant par exemple l'existence d'une marchandisation de la situation sanitaire par l'industrie pharmaceutique, ce n'est qu'un exemple, eh bien, toutes ces publications se retrouvent censurées, même sur les réseaux sociaux dont les dirigeants ont finalement accepté la demande des gouvernements de soumettre leurs publications à l'avis d'agences de notation de la pensée. Agences de notation de la pensée. Organismes autoproclamés, mais néanmoins adoubés par le pouvoir politique de type organisme de type Décodex, par exemple, en France. Alors, maintenant, dans la deuxième catégorie de dispositifs que nous avons dénommé la propagande de discrédit, nous rangerons toutes les techniques permettant de s'exonérer du débat contradictoire en jetant un discrédit a priori sur celui qui le sollicite, ce débat contradictoire, et dont l'un des exemples les plus éclatants se nomme la théorie du complot. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie du complot? Et en quoi cette théorie du complot est-elle un outil du pouvoir politique, comme nous l'avons dit, comme nous le suggérons, pour pouvoir étouffer la contestation, pour tenter d'étouffer la contestation? Ce terme théorie du complot, c'est une expression d'origine anglaise, définie pour la première fois en 1945 par Karl Popper, philosophe proche de l'école autrichienne d'économie, expression qui est censée dénoncer comme abusive une hypothèse selon laquelle un événement politique aurait été causé par l'action concertée et secrète d'un groupe de personnes qui avaient intérêt à ce qu'il se produise plutôt que par le déterminisme historique ou le hasard. Or, par une curieuse occurrence, il se trouve que, objectivement, cette définition, ça n'est ni plus ni moins que le reflet assez exact du fonctionnement des sociétés oligocratiques, mises en place, ces sociétés, après les révolutions de la fin du XVIIIe siècle. Et c'est effectivement une infime minorité d'individus qui décident des lois les plus importantes dans ces sociétés, c'est-à-dire qui exercent le pouvoir suprême. Alors, vu sous cet angle, cette diabolisation des soi-disant théoriciens du complot
Eh bien, cette diabolisation, elle revient en fait à fustiger et à ostraciser tous ceux qui soutiennent que les décisions importantes sont prises par une infime minorité d'individus influencés directement ou indirectement par des groupes de pression et non pas influencés uniquement par la masse des électeurs qui les ont portés au pouvoir. Ce qui revient, au final, à considérer comme une calomnie le fait de simplement suggérer, par exemple, que les députés de l'Assemblée nationale seraient influencés dans leur vote des lois, par des lobbies catégoriels restreints, ou que les ministres le seraient également, influencés dans leurs décrets par des groupes ou des lobbies catégoriels restreints. Nous noterons au passage que le fait que ces décideurs, députés ou ministres ou technocrates, le fait que ces décideurs aient été élus ou pas élus ne change rien au fait qu'ils ne sont qu'un groupuscule, souvent quelques dizaines, voire moins, à prendre les décisions les plus importantes, et notamment celles qui engagent l'avenir de l'humanité. Bref, depuis quelque temps, cette expression ancienne, théorie du complot, a repris du service, sous une tournure plus agressive, doublée d'une déformation sensible quant à son acception commune. Alors, déformation, tout d'abord dans sa phonétique, puisque théorie du complot est devenue complotisme, assimilant ainsi ceux qui dénoncent un complot à des comploteurs eux-mêmes, ce qui, on en conviendra, est plutôt contradictoire. Alors, contradictoire certes, du point de vue de la logique, mais c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière ce renversement de sens, comploteur, complotiste, il y a non seulement le souci de calomnier par principe et par avance celui qui évoquerait l'éventualité de l'existence de motivations cachées et non dites à telle ou telle action du pouvoir en place, mais également le souci de calomnier en toile de fond l'idée aussi de pénaliser, voire de criminaliser le simple fait d'émettre des doutes sur la version officielle des représentants du pouvoir et en fin de compte, d'émettre des doutes éventuellement sur la vérité de l'histoire officielle, l'histoire avec un grand H, naturellement. En poursuivant ce raisonnement, et en suivant par là même l'évolution de cette tendance chez les soi-disant dénonciateurs de la théorie du complot, nous pouvons observer que cette théorie vise à faire entrer dans l'esprit du grand public une doctrine en 4 volets. La dénonciation de cette théorie vise à faire entrer dans l'esprit du public une doctrine en 4 volets. Premier volet, ceux qui évoquent l'existence de motivations cachées chez les maîtres du pouvoir sont réputés être adeptes d'une théorie néfaste dénommée théorie du complot. Premier bloc. Deuxième bloc. Ceux qui évoquent l'existence de motivations cachées chez les maîtres du pouvoir, et qui donc sont des adeptes de la théorie du complot, sont dénommés des complotistes. Et ce, c'est pour faire plus simple et pour que le grand public comprenne mieux. Troisième bloc. Le mot complotiste étant synonyme de comploteur, les adeptes de la théorie du complot, c'est-à-dire ceux qui croient à l'existence de motivations cachées chez les maîtres du pouvoir, sont eux-mêmes assimilés à des comploteurs et donc de ce fait ostracisés et calomniés, puisque l'acte de comploter est jugé répréhensible. Quatrième bloc. L'idée finale serait ainsi de pouvoir réduire au silence ces gens qui complotent pour dénoncer des comploteurs imaginaires, et pourquoi pas de les assimiler juridiquement à des négationnistes, au titre par exemple de l'élargissement de la loi Fabius-Guessot en France. Alors, voilà pour ce qui est de la théorie du complot, outil facile d'emploi, permettant au pouvoir et à ses zélateurs de calomnier à moindre frais leurs contradicteurs, et ainsi discréditer en bloc leurs arguments.
Alors maintenant, voyons une troisième catégorie de techniques dissuasives employées par le pouvoir capitaliste croissanciste pour étouffer la contestation. Technique que nous rassemblerons sous le titre générique de institutionnalisation de l'arbitraire et qui consiste à invoquer un principe non défini ou un principe mal défini dans le corpus législatif. Mal défini ou non défini dans le corpus législatif. Constitution incluse. Afin d'installer une décision coercitive donnée. Alors, justifier. Cette technique étant particulièrement efficace pour évacuer un bon nombre d'objections pénibles. Alors, au titre des principes non définis ou mal définis ou même absents du corpus législatif français, nous citerons le principe d'intérêt général. Et au titre des principes mal définis, nous citerons l'abus de liberté, tel qu'énoncé par exemple dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Principe non défini, intérêt général. Principe mal défini, abus de liberté. Alors, afin d'illustrer notre propos, afin de ne pas pousser trop avant l'étude critique des textes constitutionnels, étude détaillée, qui fera d'ailleurs l'objet de chroniques spécifiques consacrées à la critique de l'oligocratie et la promotion de la démocratie directe, nous laisserons pour l'instant de côté le thème de l'abus de liberté, que nous reprendrons dans le cadre de ces futures chroniques. Et nous ne nous attarderons aujourd'hui que sur celui, pas défini du tout, sur celui d'intérêt général. Cet intérêt général qui est très couramment invoqué par le pouvoir en place, soit pour justifier une décision coercitive prise en dehors de toute consultation élargie, soit pour évacuer une objection à laquelle aucun argument rationnel ne peut répondre, toujours ce que nous avons dénommé les objections pénibles. Eh bien, que peut-on dire de cet intérêt général? Qu'est-ce que c'est en réalité? Comment pouvons-nous le définir, puisque, comme nous l'avons indiqué, il n'est pas défini. Il n'est pas défini dans la Constitution française, par exemple, ni dans les corpus, dans aucun des 74 codes juridiques. Alors, regardons du côté du dictionnaire. Voyons ce que dit le dictionnaire Larousse. Larousse commence par une définition générale. Il dit que l'intérêt général, c'est une conception de ce qui est bénéfique à l'ensemble des membres d'une communauté. Puis, il développe cette définition en livrant les illustrations suivantes. La notion d'intérêt général n'a de sens que pour un groupe d'individus membres d'une communauté, telle une collectivité à laquelle ils ont conscience d'appartenir. Il est du ressort de l'État de poursuivre des fins d'intérêt général, c'est-à-dire d'entreprendre des actions qui présentent une valeur ou une utilité pour tous ceux sur lesquels s'exerce son autorité, et de les faire prévaloir sur certains intérêts particuliers. Alors, on constatera que la définition de l'intérêt général, donnée par le dictionnaire, renvoie à un autre concept, le concept du bénéfique. Bénéfique, concept qui, lui, n'est pas défini pour autant. Toujours à la lecture de ce dictionnaire, nous apprenons donc que l'intérêt général est un synonyme de ce qui est bénéfique pour les membres d'une communauté, sans que nous soyons pour autant renseignés sur les critères objectifs qui pourraient être évidemment bénéfiques pour cette communauté, ni sur l'instance fondée à décider de ce qui serait bénéfique ou de ce qui est bénéfique ou pas bénéfique. Dans les cas où la détermination de l'évidence de critères objectifs ne serait pas avérée, dans ce cas où il n'y a pas d'évidence, il faudrait bien qu'il y ait une instance qui décide. Ou même s'il subsistait un doute sur l'interprétation de ces critères éventuellement évidents.
La conclusion que nous tirons de cette lecture, c'est que le terme d'intérêt général n'est pas défini par le dictionnaire Larousse. Alors, voyons maintenant comment le pouvoir oligocratique, qui lui se prévaut régulièrement de cette notion, il s'en prévaut pour justifier de sa fabrication de lois coercitives dont certaines peuvent même aller très loin dans la restriction des libertés fondamentales, comme par exemple la liberté restreindre la liberté de se déplacer, et par surcroît, qui sont assises sur la base de motifs non expressément prévus par la Constitution elle-même. Alors voyons comment et où le pouvoir oligocratique définit-il cette notion d'intérêt général sur laquelle il se fonde pour restreindre nombre de nos libertés. Parce que, voyez-vous, et par un extraordinaire juridiquement incompréhensible, cette notion fumeuse d'intérêt général, que le dictionnaire de référence lui-même n'arrive pas à définir, eh bien cette notion d'intérêt général, elle fonde rien moins que l'ensemble du droit public français. C'est-à-dire qu'elle permet de valider la plupart des dispositions législatives qui sont prises dans les domaines qui relèvent de lui, de cet intérêt général. Mais c'est la différence du droit anglo-saxon, par exemple, qui définit l'intérêt général comme la résultante ou la somme des intérêts individuels, et qui, de ce fait, ce droit anglo-saxon, est en mesure, lui, de livrer une définition pragmatique du type, par exemple, intérêt général égal, résultat d'une consultation au suffrage universel. Eh bien, le droit latin, lui, droit français, qui accourt notamment dans un pays comme la France, eh bien, le droit latin, il affecte à cette notion d'intérêt général une sorte de non-définition intuitive, qui laisse sous-entendre que l'intérêt général est un intérêt qui dépasse l'individu individuel, qui dépasse l'intérêt individuel, constituant ainsi une finalité supérieure à laquelle l'individu doit se soumettre, quoi qu'il en soit. Cet intérêt général à la française devient alors un axiome et un credo intégré par une certaine partie de la population, une autre partie pouvant avoir un avis contraire et considérant que c'est elle qui détient le véritable intérêt général. Ces divergences dans l'interprétation de l'intérêt général peuvent se constater dans des domaines variés, tels le climat, l'industrie nucléaire, l'adhésion à l'Union européenne, le mode de production agricole, la démographie, les interventions militaires extérieures, etc. La France, étant néanmoins une nation de droit écrit, nous avons donc cherché, dans son maquis législatif, un texte susceptible de donner une définition, une idée de définition, une piste de définition, un tant soit peu précise à ce concept flottant d'intérêt général. Et en cherchant bien, nous l'avons trouvé. Sous la forme d'un règlement administratif, annexe 5 de la circulaire du 18 janvier 2010, circulaire édictant les conditions pour qu'une organisation soit reconnue d'intérêt général. Et quelle n'a pas été alors notre surprise de découvrir, à la lecture de ce texte législatif, que la supposée définition de l'intérêt général s'imposant comme une vertu supérieure que personne n'aurait le droit de discuter, cette définition apparaît comme étant contradictoire avec les fondements mêmes de la démocratie représentative actuelle, ce que nous dénommons l'oligocratie. En effet, cette circulaire, elle indique que la reconnaissance d'intérêt général d'une organisation est soumise à la réunion de 3 conditions principales. 1. Le but de l'organisation ne doit pas être lucratif. 2. La gestion de l'organisation doit être désintéressée. Et 3. L'activité de l'organisation ne doit pas être limitée à un cercle restreint
de personnes. Eh bien, nous sommes obligés de reconnaître que ces conditions sont loin d'être remplies, très très loin d'être remplies par le système de l'oligocratie actuelle, le système de la démocratie représentative, puisque ces gestionnaires de cette démocratie représentative, autant dans le domaine législatif que dans le domaine exécutif, députés, ministres, hauts fonctionnaires, tous ces gestionnaires sont rémunérés. Ils sont rémunérés pour leurs activités. Donc la gestion n'est pas désintéressée. Condition numéro 2 de l'intérêt général non remplie. De plus, l'activité de l'égocratie, elle est limitée à un cercle restreint de personnes. 577 députés, 350 sénateurs, 20 ministres, 100 préfets, soit un tout petit millier de personnes sur 65 millions d'habitants. Condition numéro 3, non remplie, puisque l'activité de l'oligocratie est bien limitée à un cercle restreint de personnes. Il est donc clair que si nous nous fondons sur les termes de cette circulaire, l'intérêt général ne peut absolument pas être dévolu à l'État, à l'organisation de l'État actuel. Ne peut pas procéder de l'État. Nous noterons toutefois que, malgré ces incompatibilités, ce dernier, l'État, semble autorisé à décerner un label d'intérêt général à toute organisation répondant à ces critères. Nous sommes bien là arrivés au comble du paradoxe. Il ressort de tous ces éléments que le caractère imprécis de la définition du Larousse ajouté au caractère contradictoire de l'acception oligocratique nous conduisent à la conclusion que la notion d'intérêt général ainsi conçue, c'est le parfait synonyme de l'arbitraire. Est-ce à dire pour autant qu'il soit impossible de définir ce concept d'intérêt général autrement que comme un outil discrétionnaire mis à la disposition de toute autorité souhaitant être déchargée de l'obligation d'argumenter ses décisions? Eh bien non, au contraire, l'intérêt général pourrait très bien être défini de façon objective, de façon rationnelle et même de façon scientifique, pour peu que cet intérêt général soit mis en perspective d'une loi physique ou d'une loi biologique incontestée. Car en effet, dans le cas où une affirmation, une loi ou un théorème scientifique relatif à l'ordre du monde ne serait pas contesté par personne, Prenons par exemple la loi de la gravitation de Newton. Eh bien, nous pourrions raisonnablement établir que l'intérêt général est de se conformer à cette loi et que par conséquent, toute action ou comportement visant à la violer serait contraire à l'intérêt général. Hors de cette condition, et dans la stricte limite de son respect, le critère d'intérêt général ne peut pas objectivement être conféré à aucun objet particulier. Bien plus, la philosophie du droit hégélienne nous a enseigné qu'aucune idée, quelle que soit sa formulation, quelle que soit l'origine de sa conception, qu'aucune idée n'a aucune valeur tant qu'elle n'a pas été soumise à la contradiction et qu'elle n'a pas, par la suite, opposé à cette contradiction des arguments rationnels. Ce protocole dialectique bien connu, ne constituant toutefois qu'un premier pas nécessaire, mais non suffisant, pour atteindre le seuil de non-contestabilité d'une affirmation, car ce dernier, ce seuil de non-contestabilité, ne sera atteint qu'au moment où plus aucune voix contemporaine est librement exprimée, ne viendra la contester, cette affirmation. Vous voyez donc que les critères objectifs de l'intérêt général sont pratiquement impossibles à réunir entre les mains d'une minorité. Minorité, c'est contradictoire avec intérêt général.
et que toute tentative de le faire, de réunir ou de faire procéder l'intérêt général d'une minorité, ne peut conduire que vers le despotisme et la dictature. Voici donc ce que nous pouvons dire de l'institutionnalisation de l'arbitraire comme dispositif de nature à étouffer la contestation du pouvoir en place. Troisième technique que nous venons d'étudier. Mais il arrive que ces trois techniques soient insuffisantes, que la censure des opinions contraires, plus la calomnie des pensées hétérodoxes, plus la pratique quotidienne de l'arbitraire, que ces trois dispositifs ajoutés n'atteignent pas complètement leur objectif, notamment au sein de collectivités où le citoyen de base possède un minimum d'esprit critique, objectif qui est d'éloigner ou même si possible d'éradiquer les idées jugées néfastes à la poursuite sereine de l'activité marchande croissanciste. Le pouvoir capitaliste, expert par ailleurs en stratégie militaire, utilise alors une quatrième technique issue de cet art militaire qui s'appelle le leurre. La technique du leurre, comme chacun sait, ça consiste à créer de toute pièce une fausse cible afin que le projectile ennemi vienne s'écraser sur elle au lieu d'aller s'écraser sur celle qu'il avait initialement programmée. Cette technique, qui a connu un grand essor ces dernières années sur le plan militaire, a trouvé également des applications au niveau de la stratégie politique. Nous pourrions citer notamment le cas du réchauffement climatique et le cas de la croissance verte. Ces deux concepts, réchauffement climatique, croissance verte, en forme de leurre, agissent tous deux de concert en tant qu'agents occulteurs des vrais problèmes et sont, en réalité, destinés à canaliser les contempteurs de la croissance vers un solutionnisme tempéré et un solutionnisme croissanço-compatible. Car le capitalisme croissanciste dispose d'une capacité d'analyse avancée du comportement humain. Capacité d'analyse et connaissance qu'il a notamment tirée de sa pratique du marketing qualitatif au sein de ses entreprises de production. L'idée simple, c'est de considérer qu'il n'est finalement pas plus compliqué d'élaborer un parfum de yaourt qui va plaire aux consommateurs que de suggérer une idée sociétale qui va plaire à l'électeur. Si bien que dans le premier cas, occupé à déguster son yaourt parfumé, le consommateur, il lui restera plus assez de temps disponible pour réfléchir à autre chose. Et que dans le deuxième cas, occupé à s'agiter autour de l'idée sociétale attractive, il ne lui restera plus assez de temps à l'électeur, plus assez de temps disponible pour chercher à identifier la cause profonde et la cause première de son agitation. Car ces deux concepts, le réchauffement climatique et le développement durable, deux concepts largement les plus écolo-populaires du moment, sont bel et bien deux magnifiques leurres utilisés par l'oligocratie capitaliste croissanciste pour se défendre des contempteurs de sa politique ou de sa géopolitique. Alors, cette affirmation, elle fera sans doute grincer les dents, tout au moins pour ce qui concerne le réchauffement climatique, tant de nombreux militants, sans doute sincèrement portés vers le bien-être de l'humanité, ont trouvé dans sa dénonciation, la dénonciation du réchauffement climatique, une cause qu'ils considèrent comme étant primordiale pour s'assurer d'un avenir durablement meilleur, voire d'un avenir tout simplement durable. De plus, il apparaît que débattre du thème du réchauffement climatique par les temps qui courent, et compte tenu de ce que nous venons de dire sur l'inflation des lois contre la liberté d'expression, l'inflation des techniques de discrédit a priori pour cause de complotisme, et ces principes de non-débat sur les thèmes jugés d'intérêt général, ça n'est pas
débattre du réchauffement climatique, ça n'est pas une entreprise exempte de risques. De risques venant d'ailleurs de tous côtés, venant du pouvoir politique naturellement, mais également venant de groupes d'opinion ayant de plus en plus tendance à adopter les mêmes techniques que le pouvoir officiel pour se débarrasser de la contradiction. Alors, c'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons de débattre du réchauffement climatique sur le fond. Sur le fond, c'est-à-dire, y a-t-il un réchauffement climatique? Est-il nocif, etc. Sur sa validité ou pas des trois postulats cumulatifs qui les dictent. Premier postulat, la planète se réchauffe. Deuxième postulat, ce réchauffement est dû à l'activité humaine. Et troisième postulat, ce réchauffement est globalement néfaste pour les conditions de vie de l'espèce humaine. Eh bien, nous nous abstiendrons d'en débattre. D'autant plus que le fait de nous poser ces trois questions et d'y chercher des réponses, ça n'a aucun intérêt du point de vue de notre propos. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, la vraie ou les vraies questions ne sont pas celles-ci. Car le réchauffement climatique, quelles que soient ses caractéristiques, eh bien le réchauffement climatique n'est qu'une externalité négative de la croissance. Il n'est pas lui-même un générateur de la croissance. Et c'est là, précisément, qu'est le leurre. Quant à savoir qui a créé ce leurre, est-ce le pouvoir oligocratique lui-même? Est-ce certains groupes de pression? Peut-être même s'est-il créé spontanément tout seul? Mais la question n'est pas là non plus. Le vrai problème, c'est que la lutte contre le réchauffement climatique est une immense mystification qui, au bout du compte, profite à la croissance. Pourquoi? Eh bien, nous remarquerons tout d'abord que cette lutte jouit d'un remarquable... Attention, nous ne disons pas qu'il ne faut pas lutter. Mais nous disons que cette lutte, elle jouit d'un remarquable consensus dans toutes les sphères de la pensée, pouvoir oligocratique en tête, ce qui devrait déjà semer le doute dans notre esprit. Tout le monde est d'accord. Bien. Nous remarquerons ensuite que tous les mouvements qui s'agitent pour faire activer la manœuvre ne remettent jamais en cause ni le capitalisme, ni la croissance, si ce n'est qu'en termes vagues et vides de sens. Le doute s'amplifie. On lutte contre le réchauffement climatique, mais on ne met pas en cause le capitalisme et on ne met pas en cause la croissance. Nous observons enfin que toute cette agitation autour du réchauffement climatique fait en réalité le lit du développement durable parce qu'elle canalise l'essentiel des contestations vers l'idée fédératrice qu'il suffirait d'opérer quelques aménagements dits écologiques, ou plus exactement environnementaux, plus précisément, qu'il suffirait d'opérer quelques aménagements au mode de production capitaliste pour limiter la hausse des températures à 1 ou 2 degrés et pouvoir ainsi continuer un processus économique inchangé, et avec lui, bien entendu, sa mécanique interne, la croissance. Alors, de ce point de vue, le leurre du réchauffement climatique fonctionne également comme un mythe. Un mythe. Le mythe de la possible croissance durable en mode de configuration capitaliste, mais avec éradication des principales externalités négatives, dont le réchauffement climatique. Donc, une croissance capitaliste qui continue sans réchauffement climatique. Mais également, on pourrait imaginer éradication d'autres externalités, éradication de la pollution, et éradication ou règlement de la stérilisation des terres et éradication des maladies microbiennes. Parce que les procédés thérapeutiques existent. Ces procédés proposés par une autre branche du capitalisme, cette branche elle est spécialement dédiée à ce commerce, et cette branche elle se nomme le capitalisme vert.
capitalisme vert qui invente des solutions pour capturer le carbone, pour recycler les déchets, pour soigner les virus, etc. Et il est désespérant de constater quelle vitesse et avec quel enthousiasme les masses populaires s'engouffrent dans ce type de leurre, attendant de ces solutions curatives suggérées par le système un règlement du problème créé par le système lui-même. Tous ces efforts ne visent en fait qu'à adapter la croissance à la gestion de ses externalités négatives. Adapter la croissance à la gestion des externalités négatives, ce qui est naturellement impossible. Et quand bien même ce serait possible, c'est-à-dire si nous admettions que le réchauffement climatique puisse être facilement limité à 1 ou à 2 degrés, le problème de fond, c'est-à-dire la décroissance inéluctable du système de production pour cause de raréfaction de l'énergie et de raréfaction de la matière. Ce problème de fond ne serait pas réglé le moins du monde. Alors, face à cette haute muraille renforcée et ce tir de barrage nourri de l'oligocratie capitaliste croissanciste, quelles sont les perspectives de l'action politique décroissante? C'est ce que nous étudierons dans la prochaine chronique.